Il y a une chose qui m'intéresse à savoir plus précisément, bon, c'est plus ou moins dit dans le texte très rapidement, c'est à propos de l'enfant. Ouais. J'aimerais que tu me parles un peu plus des images de ton enfant. Parce que plus je vois tes films actuellement, Ouais. et plus je m'aperçois que ça va de plus en plus vers l'enfant. Il y a une plus grande à la fois simplicité dans l'élaboration. Oui, je m'aperçois que dans mes films, il y a toujours une récupération de l'image infantile, de l'image qui nous a marqué, de l'image qui nous a fasciné pendant l'enfance, tu vois. Des images qui n'appartiennent pas seulement au cinéma, mais si on reste dans le domaine du cinéma, c'est des films que je voyais qui m'ont profondément marqué, des séquences et des visages, des actions. Je pourrais même citer des noms de films, tu vois. Je pourrais même dire, dans tel film, j'ai fait ça, tu vois, dans Esmeralda, par exemple, il y a une séquence avec la séquence de la lettre dans Esmeralda. Ça, je l'ai tiré d'un film que j'ai vu dans mon enfance, je ne me rappelle pas le titre, tu vois. On va toujours vers cet espace où l'image était prédominante, où vraiment tu n'étais pas coincé par un devoir social dans la vie. Tu étais un enfant vraiment libre. C'est peut-être cette liberté imaginaire qui est cherchée dans le film. Quelles sont en particulier les images, je sais pas, des scènes, tu peux dire des titres qui t'ont frappé, qui te restent encore comme ça, presque continuellement dans une conscience qui affleure dans certaines images. Mais il y a ce film dont je ne me rappelle pas le nom, il s'agissait d'une histoire de guerre, donc c'était la Deuxième Guerre, où un personnage qui était dans un pays occupé écrivait à son frère très riche qui était à l'étranger pour lui demander de le faire sortir. Mais la réponse était négative, tu vois. Il reçoit la lettre du frère, il ouvre l'enveloppe et dans une feuille blanche, il y a un non immense écrit, tu vois. Ça, c'est l'image du souvenir. Hein. Ça, c'est une image qui m'a profondément marqué, tu vois. Et c'est l'image que j'ai refait dans Esmeralda d'une autre façon, tu vois. Quand Michel amène la lettre à Monica, qu'elle la reçoit, et que, tu vois, elle ouvre et on voit le loulou qui portait quasiment, tu vois. C'était cette espèce d'annonce de mort, tu vois, qui est véhiculée par la lettre. J'ai jamais pu savoir le nom de ce film, je pense que c'est un film américain. Il y avait un autre film, j'étais très attiré par les drames, un autre film de Jules Dassin, je me rappelle très bien celui-là, de Jules Dassin, c'est une version de la nouvelle d'Oscar Wilde, Le fantôme de Canterbury, avec Charles Lockton dans le rôle de fantasme et Margaret O'Brien dans le rôle de la petite fille, où la séquence qui me marqua le plus, c'est celle où le fantôme est emmuré vivant. Tu connais la nouvelle peut-être. Et c'était sa solitude, c'était ce fait total, tu vois, ce fait définitif d'un être qui est emmuré vivant, qui m'a complètement bouleversé. Tu vois. Il y a un autre film anglais de Compton Bennett avec James Mason, Le Septième Voile, tu vois, c'était déjà le voile. L'histoire, mélodrame, je ne me rappelle pas tellement l'histoire, mais j'ai vu plusieurs fois, tu vois, ça m'avait beaucoup marqué. Et plus loin encore, il y avait Blanche-Neige, de Walt Disney, qui m'a ouvert vraiment les yeux au cinéma. J'étais pris vraiment par le film. Et puis des films de Tarzan, les films de Tarzan avec John Weissmuller. Il y avait aussi des films de Mille et une nuits que j'aimais beaucoup, qu'on faisait beaucoup à l'époque. Des films avec Yvonne de Carlos, Abu, Trojan Bay. Des films de Cap et de Paix avec Errol Flynn. Il y avait des séries, les Flash Gordon avec Buster Grove. Il y avait des films d'aventure. Et puis il y avait des films mexicains aussi qui m'ont beaucoup marqué. Des films mexicains qu'on ne connaît pas en France. Tout ce que tu dis là, ce sont que des images, en fait, des images populaires. Oui, c'était le cinéma de il n'y l'époque. avait que ça. Je vivais dans un village. Il y avait une seule salle. Donc, il y avait qu'un certain cinéma, c'était un cinéma commercial. C'est-à-dire, c'est une culture populaire, complètement. Oui, c'est pour ça que je le dis, tu vois, à l'époque, le cinéma était vraiment
un moyen de communication très populaire. Tu les voyais dans quelles conditions ces films je veux dire, au milieu de quel genre comment ça se passait, les programmes est-ce que les films américains étaient en version originale Ah oui, toujours en version originale. Au Mexique, tous les films sont sous-titrés. Donc, je voyais toujours les films avec les voix d'origine. Et il y avait un double programme, non? Et toujours un double programme. Ouais. Donc, il y avait un film principal et puis il y avait un film série B en complément. Et j'allais jusqu'à 3 fois par jour au cinéma les dimanches. Tu vois. Il y avait 3 séances différentes. Le matin pour les enfants, l'après-midi puis le soir. Et j'allais les trois fois. 6 films, Moi aussi j'ai le matin. 6 films. Non, et le matin c'était 3. Hein. En Équateur. Ah oui, vous êtes américain, tous les deux. Du Sud. C'est la séance vermouth. Vous appelez ça vermouth? Et au Mexique on l'appelle matinée. La matinée c'était la français. matinée c'est l'après-midi. Il y avait spécial à 6h30. Oui. Et à 9h c'était T'en Noche. souviens, ça Bien sûr. T'avais quel âge? J'avais 5-6 ans. C'est vraiment extraordinaire. Non, Et puis, déjà à l'époque, il y avait déjà des films qui étaient mythiques pour moi. Je me rappelle que dans ma famille, on parlait de Rome, c'est un livre, Ville ouverte de Rossellini, qui est passé dans mon village, tu vois, mais j'étais trop petit pour le voir. Mais qui est resté un mythe, tu vois. Je n'ai plus le voir qu'à Paris. Et tu as dit qu'à 10 ans, tu avais voleur de bicyclette. Ah tu oui. l'as vu dans ce cinéma aussi? Ah non, parce qu'à ce moment-là, j'habitais Ah, tu déjà à étais Montréal où il y jeune. avait 3-4 salles de cinéma, et là, il passait des films européens, italiens, espagnols, français, anglais. Et là, j'ai pu découvrir plein de choses. J'ai vu Le Ciel de Paris qui m'a beaucoup plu, de Vivien, Le voleur de bicyclette, l'autre film de Sika aussi, Chouchia. Tu l'as reçu comment, voleur de bicyclette? Ah, c'était un choc, c'était pour moi vraiment un autre cinéma, tu vois. C'était un changement total de ce que j'avais vu, tu vois. C'était vraiment l'ouverture à une autre façon de faire le cinéma, tu vois. C'était le réalisme, c'était vraiment comme ça qu'on devait filmer. Je me disais ça, tu vois. C'était une révolution pour moi, tu vois. À ce moment-là, pour toi, le cinéma, et c'est beaucoup resté dans ce que tu fais aujourd'hui, c'était vraiment le monde du rêve. Ouais. C'est comme ça que tu voyais. En même temps, c'est venu à s'inscrire la réalité de façon très brutale avec Le voleur de bicyclette, parce que ce film il introduisait la réalité prise sur le vif, apparemment, tu vois. Donc il y a un autre élément qui est venu s'inscrire plus tard, et qui était décisif aussi, tu vois. Donc il y a cette dichotomie, si tu veux, cette dualité, et qui est présente dans le film aussi, dans Liberté provisoire, dans Table d'hiver, dans Esmeralda, tu vois, il y a les éléments, et Christophe, c'est le premier. Tu vois la réalité, une réalité quotidienne, et le côté imaginaire, le côté onirique. Une des principales qualités de tes films, c'est d'arriver justement à jouer sur ces deux tableaux-là. Et dans Table d'hiver, on le voit plus, tu vois, j'ai travaillé consciemment avec ce principe, où les deux éléments se croisent et se génèrent en fait, tu vois, l'un provoquant l'autre. À mon avis, c'est sans doute. La vie qui était réalisée ici, là. Oui, je sais. C'est une des forces des films, parce qu'en général, les gens sont soit d'un côté, soit de l'autre. C'est assez difficile qu'ils arrivent à être à la fois que l'un renvoie à l'autre. Mais oui, c'était une acrobatie très, très difficile à réaliser, enfin, à tenir debout. Et surtout à conjurer, je pense que c'est très, très, très difficile. Ou tu choisis l'un ou tu choisis l'autre. Les rendre, à les conjuguer dans le même film, c'est assez difficile. Enfin, on le fait dans le cinéma commercial avec les rêves, par exemple, tu vois. Et à ce moment-là, le film s'éclate, les cinéastes délirent avec des rêves, tu vois. Il y a encore ce prétexte, tu vois, avec les rêves. Ah oui. Mais les travailler au même niveau de représentation où l'imaginaire et le quotidien s'affrontent, tu vois, sans que ce soit ni rêve, l'imaginaire et la réalité ne soient face, et le quotidien reste quotidien en même temps, tu vois. Souvent, quand on voit tes films, on a l'impression, en tant que spectateur, d'être replongé dans un amour primaire du cinéma, et que, par instant, tu as gelé des moments, par exemple, de cinéma hollywoodien, de cinéma très populaire,
Et ces moments-là, tu les développes complètement dans un film. Comme s'il y avait un arrêt sur image, et à partir de ça, tu pars dans ton propre délire par rapport à ces images-là. Oui, oui, il y a une espèce de, si tu veux, de... C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, évidemment, on ne le verrait jamais dans un film hollywoodien, par exemple, bien sûr. Mais oui, ça va, disons, c'est l'opposé. C'est tout à fait l'opposé. Je pense qu'il faudrait revenir à cette image de l'enfance. Cette image où l'enfant délirait complètement du moment qu'il n'y avait pas une contrainte sociale qui l'obligeait à en faire une analyse extérieure, tu vois. L'enfant, il délire, je pense. À ce moment-là, l'enfant, il part d'une image pour construire un monde. C'est ce principe que j'essaie de développer, tu vois. C'est comme ça que je ressens. La séquence du poisson, par exemple, dans un film ordinaire, elle aurait duré 2 minutes, pas plus, parce que dans le système commercial, il ne faut pas que les séquences se dépassent un certain nombre de minutes, tu vois. Il faut respecter une certaine logique. Mais là, j'ai resté 10 minutes, tu vois. Et elle ne serait pas filmée de la même manière, en tout cas. Bon, à part ça, tu vois. Je crois Question de la durée, tu vois, la durée. Attends, je voudrais prolonger un peu ça, Joseph. Le ralenti est fait aussi pour rallonger aussi le plaisir de la vision de l'image, tu vois. C'est pour pouvoir rester vraiment jusqu'au bout avec l'image. Quand j'étais enfant, et après mais maintenant, j'étais toujours frustré par la vérité des images, tu vois. Quand c'était des images qui me plaisaient, tu vois, je me disais, merde, pourquoi il faut passer à ce moment-là alors, au moment où le plaisir commençait vraiment à se concrétiser, il coupait, tu vois. Le cinéma commercial, pour moi, c'est le cinéma de la frustration, tu vois. Mes films commencent ou terminent les autres, tu vois, au moment de l'orgasme, tu vois. Quand l'orgasme va venir, tu vois, à ce moment-là, je commence, tu vois, tandis que les autres, à ce moment-là, ils coupent. Il y a deux choses à propos de l'espace, de la durée du temps de l'enfance. C'est petite, je sais pas, je pense à la science. L'enfance, quand on y est, enfin moi c'est l'impression que j'ai l'impression que ça se terminerait jamais. Je me voyais vraiment pas adulte et j'étais vraiment parti pour l'éternité, pour être enfant. C'est-à-dire que chaque année qui passait, je comprenais pas. Et dans tes films, cette durée éternisée comme ça, on a presque l'impression de la retrouver. Quand tu disais que tu étais frustré parce que ça s'arrêtait, on a l'impression que là, on plonge dedans et on est parti pour presque pour toujours. On va dire que ça ne va s'arrêter jamais. Oui, parce que l'espace cherché par mes films, c'est cet espace-là, tu vois, l'espace si tu veux, de la liberté de l'image, tu vois. L'image qu'on porte en soi, tu vois, que ce soit au cinéma ou ailleurs, tu vois. Cet espace que tu as vraiment pour toi, tu vois. Cet espace où personne peut interférer, tu vois. Personne vient te dire il faut couper ou il faut fermer, tu vois. Mais le cinéma peut te donner de façon approximative, il peut te pousser à cet espace, tu vois. En tant que spectateur ou en tant que réalisateur. Et la durée te permet de le faire, tu vois. Rester un quart d'heure à filmer un objet, ça pourrait être aussi, fait partie de ce plaisir, tu vois. De la durée du plaisir, tu vois. Quand tu filmes tes gens dans maintenant, il y a une partie peut-être de plaisir, tu vois, de liberté, il n'y a aucune interférence, tu vois. Aucune coupure, tu vois. Tu filmes les choses, enfin, comme tu veux. C'est très important, je pense. Cette liberté devant la durée des choses, tu vois. Qui peut te restituer cette liberté imaginaire que nous comportons tous. Quand tu dis les films commencent quand les autres films commerciaux finissent. Et pour quelle raison, à ton avis, les films commerciaux ne vont pas plus loin? Parce qu'il y a toujours des raisons sociales, tu vois. Il y a toujours déjà une structure économique qui les contraint à organiser tous ces éléments d'une certaine manière. Il faut déjà banaliser les choses, il faut les standardiser, il faut les rendre
accessible à une mentalité moyenne qui n'est qu'hypothétique parce qu'elle n'existe pas, tu vois. Et fait en réalité que manipuler le regard et l'imaginaire des gens. Il impose certaines structures. On ne peut pas se permettre. Les tiens, par exemple, dans la mesure où ils sont montrés à des gens, même si tu les fais pour toi, ils s'adressent quand même à un public. Du moment que les films sont montrés, ça concerne les gens qui les voient, tu vois. Quel est le public que ça peut concerner le plus? À mon avis, ça peut peut-être concerner le plus les artistes ou les gens qui ont une âme d'artiste. Mais je ne sais pas ce que tu en penses. Les films? Oui. Une âme d'artiste, je dis. Pas seulement les artistes. Qu'est-ce que tu en penses? Je me fais des idées là-dessus. Je pense que mes films pourraient s'adresser à n'importe qui. Je ne veux pas dire que tout le monde les saisit, que tout le monde soit sensible à eux, tu vois. Loin de là. Mais je me dis jamais ces films sont faits pour une telle ou telle personne. Tu vois. Et dans la pratique, tu as eu beaucoup de contacts avec des gens qui ont envie des films. Il y a un peu de tout le monde. Il y a un éventail. Oui, assez étendu. Disons de tous les horizons. Qui aiment ou qui n'aiment pas mes films, ça change pas tellement, tu vois. Tu es un peu placé dans la situation des films commerciaux qui eux touchent un public très très large, mais qui touchent plus de gens. Oui, d'une certaine manière, je fais le même travail qu'aurait pu faire le cinéma commercial, tu vois. Si avec mes films, je reviens à la salle de cinéma de mon village, tu vois, c'est peut-être là que j'aimerais passer le film, c'est parce qu'il est adressé à un public qui voyait les films comme je les voyais quand j'étais enfant, tu vois, avec des yeux très ouverts vers l'image, tu vois, et sa possibilité d'expansion dans l'imaginaire, tu vois. Cette image qui te ouvrait vraiment un monde. Le regard de l'innocence aussi. Le regard de l'innocence. Donc le cinéma commercial, malgré toutes ces limitations, il comporte en soi une grande possibilité de jouissance. Ça, c'est obligé, ça c'est indéniable. Et peut-être que cette jouissance, c'est justement parce que... C'est l'individu qui transforme en fait, oui, tu vois. Peut-être S'il dépasse, il n'y a que l'enfant qui peut dépasser. Enfin, il n'y a pas que l'enfant, mais disons, surtout l'enfant, il peut dépasser les structures imposées du cinéma commercial, tu vois. Parce que le cinéma, il n'est pas sous les contraintes du fait social, tu vois. L'enfant, il est ailleurs, tu vois, il est du côté de l'imaginaire. Donc, il ne voit pas l'organisation sociale autour d'un film, tu vois. Maintenant, nous la voyons, tu vois. Nous sommes obligés de le voir. L'enfant, il peut vraiment s'éclater avec un film commercial. Je ne veux pas dire que je défends le cinéma commercial et qu'il faut continuer à faire des films comme ça. C'est-à-dire que le cinéma en général, même le cinéma qu'on dit réaliste, ça ne veut absolument rien dire. C'est une reproduction de la réalité, et ce n'est pas la réalité au sens C, c'est une autre réalité. Et toi, dans tes films, bon, c'est exactement la même chose, mais ça va beaucoup plus loin encore. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et cette reproduction de la réalité, que tu fais des objets, des gens, tu transformes complètement ce que tu filmes par ton regard. Moi, je pense que c'est une abstraction de la réalité que j'essaie de faire, tu vois. J'essaie de saisir à certains points, tu vois, certains repères de la réalité pour les rendre abstraites, tu vois, pour les schématiser, si tu veux, pour les rendre comme des signes, des signaux, tu vois, les simplifier, tu vois. Disons, peut-être que je fais abstraction de faits sociaux sans l'oublier, tu vois. Mais c'est pour peut-être mieux cerner la réalité même du moment que je filme, tu vois. Si je mets du noir, c'est pour pouvoir effacer toutes les références extérieures qui, à mon avis, gênent la lecture d'un film, tu vois. Le décor, la profondeur de champ, à mon avis, elle intervient de trop dans un film, tu vois. Elle égare le spectateur. Il empêche de saisir mieux le noyau de l'image, tu vois. Dans le Table d'hiver, Ouais. mais il y a bien un travail sur la profondeur de champ. Tu as essayé de... Pas exactement sur la profondeur de champ, le décor était assez réduit, enfin, on voyait tout le décor. Mais c'était un Il y avait des trucs décor... dans le miroir, c'était filmé dans le miroir.
Oui, mais c'était pas pour avoir un effet de profondeur de champ, tu vois, les éléments étaient plutôt réduits à un plan plat, tu vois, c'est pour pouvoir plutôt avoir un autre écran à travers le miroir, tu vois, un jeu d'images dans le même plan. Et le miroir, il donne cette possibilité, tu peux inscrire une autre image dans une autre image. Là, tu voulais parler d'aplatissement, disons, de la représentation. Oui. Donc, j'ai parlé un peu à Basson dans l'interview, cette idée de cinéma à plat où tous les éléments sont présents au premier plan, tu vois. Il n'y a pas de profondeur de champ. Même si on voit ce décor-là, ce décor est presque plat, tu vois. Au-delà de ce décor, il n'y a rien, en fait, dans le Tu parles de ça de quelle manière? Il Il y y a a- l'éclairage avant tout. Il n'est pas fait, il n'est pas travaillé le décor en fonction d'un dehors social, tu vois. Et comment tu arrives justement, comment tu arrives à représenter ça de cette manière-là? Je parlais de la lumière. Oui, mais Et pas que avec ça. la lumière, pas exactement avec la lumière, mais avec la focale, avec le plan, l'angle, tu vois, les gros plans. Quand tu passes au gros plan, tu vois pas ce qui est à côté. Donc c'est le langage qui s'établit avec le passage d'un plan à l'autre qui devient important, plus que le décor. Cette idée de faire un cinéma à plat, est-ce que tu le relis à un certain sens de la peinture où, par exemple, à un moment, les cubistes ont supprimé la profondeur du champ pour faire une image à plat aussi? Peut-être ça vient de là, mais peut-être ça vient de là, mais C'est-à-dire qu'on voit l'évolution de tes films, Ouais. quand je parle des premiers jusqu'au tout dernier, quand tu es en train de faire le film à Christie, on s'aperçoit effectivement que tu passes par des transitions qui me font étrangement penser aux transitions par lesquelles est passé un Cézanne, par exemple, qui est arrivé jusqu'à détruire toute la profondeur de champ et faire une peinture complètement... une peinture qui a pratiquement démarré ce qu'on appelle la peinture moderne. Alors qu'il lui, il a fait ça au XIXe siècle, donc bien avant Picasso. Et cette évolution me fait penser exactement à celle de Cézanne, par exemple. Dans ton esprit, il y a... moi, je prends beaucoup C'est d'éléments bien à la peinture. Hein. Pardon? Je prends beaucoup d'éléments à la peinture, enfin à la démarche de certains moments de la peinture, tu vois, au cubisme, à l'impressionnisme aussi, mais surtout au primitif italien, qui avait un sens étonnant de l'espace et de la narration aussi. On voit souvent dans les tableaux de primitifs italiens une histoire racontée dans toutes les étapes dans une seule surface, tu vois. Par exemple, on voit la vie du Christ représentée en entier dans une seule surface, tu vois. Un seul espace, même un seul décor. Dans un seul décor, tu voyais la naissance dans les musées, dans les tableaux de primitifs italiens. Par exemple, ils racontent souvent l'histoire du Christ, enfin ils peignent l'histoire de la vie du Christ dans le même décor, dans un seul tableau, et dans le même décor. Tu vois la naissance du Christ, tu vois toute sa vie jusqu'à la crucifixion. Ils avaient un sens assez étonnant. Donc, ce qui t'intéresse aussi, c'est... Il faisait même des choses absolument délirantes. Il divisait par exemple un tableau en deux, et dans un tableau, on voit une séquence, en revenant encore au Christ, parce que c'était la figure principale de l'iconographie, de la peinture de cette époque. On voyait dans la partie de droite, un tableau coupé en deux, divisé en deux par une ligne. À droite, on voyait par exemple la flagellation du Christ, et à gauche, on voyait par exemple le jugement de Ponce Pilate, par exemple. Et un personnage était au milieu, coupé par la ligne, tu vois. Donc, il passait d'un espace à l'autre. Le même personnage, tu vois. C'était étonnant. Cette abolition de l'espace, mais aussi peut-être une sorte de théâtralisation de la vie du Christ.
Il y a des mystères qui étaient représentés devant les cathédrales, par exemple. Donc on racontait une histoire qui passait dans le même décor. Oui, mais dans l'espace théâtral, tu as quand même un espace assez grand où tu peux représenter des tableaux, tu peux suivre une histoire, il y a une linéarité qui se poursuit. Enfin, je ne sais pas si c'était le cas des mystères, mais en peinture, c'était un espace réduit, c'était déjà en fait une toile, c'était un écran déjà, tu vois. Ils étaient déjà réduits à une seule possibilité, donc ils devaient trouver des solutions pour cet espace. Et, de toute façon, ce qui s'intéresse aussi apparemment, c'est la narration. C'est que malgré tout, tu veux toujours raconter une histoire. Ou plusieurs histoires, tu Plusieurs vois. histoires. Plutôt le récit. Le récit. Oui, le récit m'intéresse, m'a toujours intéressé. Quand tu tu vois. lis le drame, non Mélodrame. le mélodrame. Je suis pas d'accord, mélodrame, tu ne fais Pas pas mélo, Non, pas le tu- mélo. Je pense que chaque image comporte une narration, tu vois. Dans chaque image, il y a une narration. Même celle qu'on essaye de déguiser, qu'on essaye peut-être d'effacer, il y a Je veux dire tout. narration, récit. Je dis narration. On dit la narration du récit, on peut dire ça. Je sais pas, narration, c'est la façon de raconter le récit, enfin, Une histoire. l'histoire. Oui, le récit, c'est pas l'histoire, en fait. Quelle différence y a-t-il Je sais pas, entre ouais. récit et histoire? Je ne vois pas. Oui, disons qu'à chaque image, il y a un récit, une histoire. Et c'est à toi de faire la narration. Dans des films, tu laisses une porte très grande ouverte à l'imagination du spectateur qui, avec sa culture, est contraint de faire un travail et de créer sa propre narration avec les images et les sons que tu lui donnes. Et c'est justement ça qui est refusé en général dans le cinéma commercial. Oui, au cinéma commercial, vraiment, l'interprétation est univoque, tu vois. Ou tu comprends comme ça, ou tu n'as rien compris. Il y a beaucoup de possibilités de compréhension. Ça se passe plutôt au niveau des sensations dans tes films. D'ailleurs, ces films ont un immense pouvoir que j'appellerais érotique. C'est-à-dire qu'ils appellent une telle force de la participation du spectateur que c'est presque une participation réellement physique. À la fois psychologique et donc par conséquent physique. Tu comprends ce que je vais dire? Mental et physique. Mental et physique. C'est vraiment une participation complètement... c'est une participation totale, vraiment, de l'esprit et du corps. C'est du degré zéro du cinéma. Oui, Vraiment, c'est là où le cinéma. Je peux pas m'apercevoir. Non, c'est une chose qui t'échappe et Pour moi, c'est ça ne normal. réveille aucun instinct érotique. Toi, parce Moi, que comme peut-être, spectateur, tu vois. parce que tu le fais transmettre, donc il est en toi. Mais quelqu'un qui le reçoit, qui est suffisamment ouvert, qui vraiment fait l'effort, parce qu'il est déjà tellement habitué à être ascétisé par ce cinéma commercial, reçoit vraiment un choc. Comme j'ai reçu la première fois quand j'ai vu un de tes films. Et c'est pour ça que je pense que tes films sont des films pour enfants. Parce que, évidemment, les enfants sont les plus aptes à recevoir ça naturellement. Il sera pas surpris en même temps, il posera des questions à ses parents. Pourquoi tu m'emmènes pas voir ça? Je comprends pas tes conneries, genre images, machin chose, ça me fait rien du tout. Ah oui, c'est les films que j'aurais aimé voir quand j'étais enfant, tu vois. Comme dit GB, j'ai 5 ans. C'est des films que j'aurais voir à 5 ans. Je voudrais revenir sur des plus belles séquences que tu as tournées. C'est la séquence du poisson dans. Christophe. C'est une séquence vraiment extraordinaire. Et c'est un poisson, et sur l'écran, ça devient autre chose. Ça devient tout ce qu'on peut imaginer à la limite. Oui, À la évidemment. limite, on peut tout imaginer. Moi, j'avais écrit, ça devenait quelque chose qui était complètement divinisé. C'est presque, à la limite, c'est une sorte, on peut voir ça comme une sorte de dieu. Enfin, bon, je délire un peu. Comme une espèce de dieu que. Il représente, je pense, cet imaginaire qui est en nous, que nous comportons tous, que nous charrions nous tous avec nous-mêmes. La référence, si tu veux, extérieure, c'est le poisson chrétien, tu vois, parce que le film fait partie d'une trilogie dont la première partie, Christo, était censée donner un aperçu du christianisme, enfin,
la vie du Christ. Donc, il y a des éléments qui font partie de l'histoire du Christ, comme le pain, le poisson apporté à l'anecdote où le Christ reproduit les pains et les poissons. Donc, c'était déjà un miracle, tu vois. Ici, le poisson était évidemment utilisé avec un autre sens, mais il pourrait représenter évidemment beaucoup de choses. Il n'est plus travaillé dans ce sens-là, mais il pourrait aussi représenter, si tu veux, un miracle en fait, tu vois, mais le miracle de la liberté peut-être imaginaire du cinéaste, tu vois, pourquoi pas ça, tu vois. À ce moment-là, la séquence, elle intervient, et elle se constitue presque comme un film en soi, sans contrainte, tu vois, il n'y a pas de... C'est là, vraiment, le fait qu'il n'existe aucune contrainte en apparence dans la réalisation du film, tu vois. À ce moment-là, tu peux inscrire tout, tu vois. C'est la possibilité de pouvoir travailler avec tous les éléments qui se présentent à toi, tu vois. C'est ça, pour moi, l'improvisation, tu vois. Retrouver cette liberté qui existe et en toi, en tant que spectateur, tu vois. Et qu'un cinéaste la retrouve, je pense que c'est la chose la plus importante, une des choses les plus importantes qui peut lui arriver, tu vois. Qu'au niveau de la réalisation, il retrouve le plaisir immédiat qu'il a quand il va voir un film, tu vois. On avait dit au départ que, à partir d'un seul élément, par exemple, de n'importe quel film commercial, hollywoodien, mexicain, tu as pu dériver et délirer pour faire un film. Et à l'intérieur d'un film, par exemple, la séquence du poisson, à la limite, on pourrait imaginer un film que là-dessus. Que sur cette séquence-là, donc tu pourrais travailler, donc étirer, trouver de nouveaux éléments. Bon, le film pourrait exister comme ça. Et à l'intérieur de ce nouveau film, tu pourrais reprendre un élément et continuer comme ça. C'est-à-dire, c'est une sorte de tiroir sans fin. Et ça qui est assez fantastique. Je crois que toi-même, dans ta propre recherche, tu peux encore continuer dans cette direction-là. C'est-à-dire que tu as encore beaucoup de choses à faire, quoi. Tu en es qu'à un premier stade, qui est un stade qui est le plus important, mais il y a encore toute une suite de stades qui sont à poursuivre. Ah oui, c'est un travail en marche, tu vois, ce qu'on appelle un travail en progrès. Cette idée de tiroir, ben, j'y ai pensé, tu vois, le fait qu'un tiroir garde un autre tiroir, et comme ça jusqu'à l'infini, toujours des choses. Je pense que mes films sont linéaires, tu vois, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais revenir en arrière. Quand tu rentres dans le film, il faut te laisser véhiculer, c'est-à-dire qu'il faut vraiment te laisser aller dans le film, tu vois. Ça, ils sont linéaires, c'est le principe même du cinéma, enfin, qui a été... Une linéarité peut-être circulaire, tu vois, mais il ne faut pas revenir au début pour pouvoir chercher une explication, tu vois. Surtout pas, parce que sinon tu risques de frustrer ta vision, tu vois. Il faut, si tu veux, oublier, tu vois. Il faut toujours continuer, toujours on avance, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui apparemment n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé avant. C'est un peu la conception du plaisir. Hein. C'est ça. C'est immédiat, c'est pas avant ni après, c'est pas. Il n'y a pas d'interruption, c'est vraiment la durée de l'orgasme, tu vois. Tu pousses, tu vas en avant, tu vas toujours, tu essaies d'aller toujours devant, tu vois. Au point où tu en es, tu ne peux pas savoir ce que demain sera fait pour toi. Ton futur de cinéaste, tu ne peux pas dire, dans quelques années je ferai ça, tu ne peux pas savoir, je pense. Tu n'imagines pas. Je suis certain qu'il y a 2 ans, tu n'imaginais pas faire le film que tu fais maintenant, de cette manière-là. Mais non. Quelques mois avant de faire Salomé, je ne savais pas qu'il allait faire Salomé, je ne savais pas qu'il allait faire ce film-là. J'aurais pu continuer à faire des projets comme je l'ai fait, tu vois, les mettre sur écrit, et peut-être même très détaillés. Mais j'aurais pu continuer comme ça toute ma vie, tu vois. Mais il y a un passage très important, c'est du projet écrit à la réalisation du film, tu vois. Il y a une énorme différence qui est très difficile à faire, tu vois. C'est vraiment un passage très très dur, tu vois. Quand tu t'aperçois vraiment quels sont tes moyens en tant que cinéaste, tu vois. Une chose c'est d'écrire et une autre chose c'est faire un film. Et quand on les fait, on s'aperçoit vraiment qu'est-ce que c'est le cinéma vraiment. Tu t'aperçois quels sont les moyens, tu vois.
quels sont tes moyens et quels sont les moyens du cinéma. Donc, il peut y avoir une différence assez large entre ce que tu as conçu et ce que tu fais, tu vois. Donc, moi, j'ai décidé de rien écrire, tu vois, maintenant que je fais des films. Je porte en moi le film, je le développe, mais je n'écris jamais un mot sur la construction du film, tu vois. Parce qu'elle va me bloquer, tu vois. Elle va me bloquer, elle va m'obliger à réaliser des choses. À ce moment-là, ces choses-là seront, si tu veux, inertes, tu vois. Elles n'auront pas la force de l'improviser, tu vois, de l'actuel, du moment, tu vois. C'est le film qui te porte en fait. C'est le film lui-même. Le film, là. C'est-à-dire, bon, tu filmes, tu vois le résultat, et à partir de là, c'est le film. Enfin, tu es guidé par le film. Se crée lui-même, tu vois, ça. il se compose avec ses propres éléments. C'est drôle ce que tu dis là, parce qu'on travaille un peu de la même manière, mais bon, de façon très différente. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent comme ça. C'est vrai, il y a très peu de gens. C'est comme moi, enfin, et toi aussi avec ton journal. Et moi, je sais pas, quand je commence un film, je sais pas. C'est un journal, si tu veux, on pourrait apparenter son travail, et mon travail, et le mien dans ce sens, tu vois. C'est un journal, en fait, c'est un travail. Moi aussi, je considère que c'est un journal, ce que je fais. Mais oui, mais je parle pas de film maintenant, mais d'autres films. Je meurs de soif, c'est tout à fait ça. Je vois ça comme un journal. Je sais pas si tu as écrit quelque chose là-dessus. Oui, j'ai écrit un texte que je te ferai lire. Mais tu l'as écrit avant ou après Je l'ai écrit après. Ah oui, ça c'est différent. Mais tu n'as pas non, écrit un scénario. Pas une seule ligne, non. Ça se sent, non. Même pas une ligne. Je pense que le cinéaste, il doit chercher un maximum de liberté. Tu vois. Qu'est-ce qui, d'après toi, détermine, par exemple, est-ce que tu expliques comment s'est passé le passage à l'acte quand tu t'es mis à faire Salomé? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Est-ce qu'il y a eu un événement dans ta vie qui a fait que tu as démarré le film vraiment Mais il y avait déjà eu tout ça, tu vois. Tous ces films que j'avais fait en 8 mm quelques années avant, je ne les avais pas oubliés. Ils étaient toujours avec moi, je voyageais avec, tu vois, ils étaient toujours avec moi, ils étaient toujours présents en moi, tu vois. C'était un travail qui devait se continuer un jour ou l'autre, tu vois. Tu les as emmenés avec toi, les films physiquement Je les ai amenés au Mexique, je les ai amenés en Suède, je les ai amenés au Maroc, ils étaient toujours avec moi, tu vois. Pas aux Indes, mais souvent ils étaient toujours avec moi, tu vois. Avec l'intention de les montrer à des gens, tu vois. Qu'est-ce qui a déclenché le film? Mais toute une série d'expériences, peut-être extra-cinématographiques aussi, tu vois. Peut-être cette pause qu'elle avait 6 ans, peut-être ça a permis de faire mûrir ce cinéma, tu vois. Peut-être de me défaire de certaines contraintes, de pouvoir peut-être surtout assumer mes désirs en tant que cinéaste, de faire les choses que je voulais, ça c'était très important, tu vois. Dans les années qui a duré cette pause, j'avais essayé avec des amis colombiens, j'avais essayé de faire un projet d'un film à caractère social, tu vois, c'était une analyse sur la condition des Latino-Américains à Paris, tu vois. J'étais plus ou moins contraint à le faire et on n'a jamais abouti, tu vois, on n'a jamais rien fait, tu vois, mais pendant 2 ans, j'étais peut-être cette contrainte qui m'empêchait d'assumer ce que je voulais vraiment faire, tu vois. Une fois que je me suis libéré, j'ai pu faire vraiment un film comme je voulais le faire, tu vois. Salomé. J'ai pu faire, aller plus loin que ce que j'avais fait en 8, tu vois. J'avais toujours fait des films, toujours dans des conditions plus difficiles, tu vois, les films en 8, le film Image au bord de la mer, j'ai pas pu faire tout ce que j'aurais voulu. On peut faire le film avec Michel, j'aime beaucoup, mais c'était un film qui n'était pas un film dans le sens que je ne pensais pas le faire, tu vois. Ça c'est le théâtre qui... Pour moi, c'est plutôt, à part sa valeur personnelle, c'est un film qui est plutôt une espèce de catalogue de possibilités, tu vois, des choses, des images, des choses que j'aurais pu travailler plus loin. Donc avec Salomé, j'ai pu faire ce que je voulais déjà faire, ce
que j'aurais dû faire depuis. Je venais de rentrer du Mexique, il y a peut-être des choses qui m'ont impressionné, tu vois, des choses que je contemplais. Il y a aussi mon voyage en Orient, tu vois, les voiles, tout ça. Tout ça, c'est très important. Mais, la lenteur, par exemple, dans Salomé, Ouais. d'où ça te vient ça? Mais cette À ton lenteur, avis. je l'avais déjà utilisée pour l'exposition de mon premier film en 8 Quand je dis lenteur, je dis pas vitesse ralentie, je dis Ah bon? filmage, la façon dont tu filmes les acteurs, par exemple. Oui. Mais on apercevant que dans les films, les mouvements étaient trop brusques, tu vois. Donc, c'était à partir d'une réflexion tout à fait banale et superficielle, je suis arrivé à peut-être à une élaboration plus complexe du mouvement, du geste des personnages, tu vois. Mais même dans un film, je sais pas, même dans un film de Nicolas Ray où ça va très très vite, c'est quand même différent. Tu veux dire que ça allait trop vite dans le cinéma en général ou dans un certain genre de film précis Peut-être en général, tu vois. en général? Peut-être en général, tu vois. Je ne veux pas dire que dans tous les films, j'aurais aimé les voir tous au ralenti, tu vois. Mais je pensais que les gestes pouvaient être travaillés dans un autre, avec une autre vitesse, tu vois. Parce que là c'est un peu comme dans un rêve, tu vois ça, des choses. Mais c'est pas dans le rêve, les rêves sont ralentis, je crois pas. Mais non, mais je dis pas qu'ils sont ralentis, Ils sont je très dis que fluides, l'image. les rêves, en fait. Non, non, mais C'est je dis vraiment pas que- que c'est ralenti ou accéléré. C'est l'image peut-être qu'on peut garder du rêve. Je sais pas, peut-être que je me trompe. L'image qu'on a du rêve, je dis pas le rêve. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Mais peut-être, j'avais sais fait pas. un projet où le rêve à une certaine époque m'intéressait beaucoup, tu vois, et sa reproduction au cinéma. Tu vois, là, j'ai fait quelque chose, laissez-moi expliquer. Mais le mouvement, c'était très important pour moi, le mouvement des personnages, tu vois. Ça vient peut-être d'une autre valorisation du corps humain, tu vois. Ce n'est pas les rapports utilitaires, ce n'est pas les gestes utilitaires du quotidien qui sont toujours réalisés avec un but, tu vois, une fonction toujours utilitaire, tu vois. Si dans un film, quelqu'un prend un verre ou fait n'importe quel geste, c'est toujours en rapport à l'utilité dans l'histoire, tu vois. Il n'y a jamais des gestes en trop, si tu veux. Au cinéma américain, c'est très connu, cette espèce d'économie des gestes, tu vois. Les gens qui font des choses que pour le récit, tu vois. Moi, je voulais faire quelque chose qui sert à rien, si tu veux, tu vois. Des gestes qui ne sont pas du tout utilitaires, tu vois. Je voulais aller dans le sens opposé, tu vois. Je voulais que les personnages fassent des choses que personne ne fait, mais des gestes qui sont en même temps, si tu veux, tout à fait banal. Enfin, c'est jamais des gymnastiques impossibles, c'est toujours des gestes que n'importe qui peut réaliser. Et montrer que le geste peut être aussi autre chose, le corps aussi dans son mouvement peut être autre chose que ce qu'on voit dans le cinéma où les gens font toujours des choses utilitaires. C'est pas dans le rêve, moi j'arrive pas à citer le mécanisme de rêve, mais peut-être que dans le rêve, je sais pas, je crois pas que ce soit exactement dans le rêve qu'on a des gestes comme ça, tu vois. Dans le rêve aussi, il y a toujours des actions, si tu veux, utilitaires. Mais c'est plutôt dans l'imaginaire, tu vois. Je place ça dans l'imaginaire. Pour moi, le rêve, c'est pas exactement l'imaginaire. Pour moi, le rêve, c'est un autre espace, tu vois. C'est dans l'imaginaire du plaisir, tu vois. Dans le plaisir, tu peux imaginer des corps avec des gestes qui ne sont pas utilitaires, tu vois. Tu peux imaginer un corps désiré avec une position et avec un geste qui n'appartient qu'à ton désir, tu vois. Peut-être là, on pourrait rapprocher le film à l'érotisme, tu vois. Se ralentir les gestes, tu vois. Cette utilisation des gestes. Peut-être qu'au fond, il y a un rapport avec l'érotisme, tu vois. Avec le plaisir érotique. Une autre géographie. Moi je relie beaucoup le rythme au climat. J'aperçois que dans les pays chauds, on fait des films plutôt lents. Et que, comme ça, grosso modo. Et que dans les pays plus froids, plus tempérés, on fait des films plutôt rapides. C'est l'exception, on peut voir dans les pays à grands espaces. Je sais pas comment expliquer ça.
Et puis il y a grand espace, on fait des films très rapides. Exemple, western. Mais en Russie aussi, il y a des grands espaces, on fait des films. Ouais. Je sais pas, non, c'est une définition de ça. La manière de filmer les corps, et là, et l'érotisme, on le retrouve déjà beaucoup, à mon avis, dans Hollywood. Bon, bien que pour en arriver là, il fallait flirter avec les règles morales qui étaient mises en place par Hollywood. Mais les meilleurs cinéastes arrivaient, même pas seulement les meilleurs, mais beaucoup de cinéastes arrivaient à faire passer un érotisme assez puissant dans ces films-là. Ouais. Ce qu'on retrouve beaucoup moins dans les mêmes films européens de l'époque, où c'était beaucoup plus, comment dire... Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que avant le fameux code de morale hollywoodien. Mais même pendant, c'est même peut-être pendant le fameux code que les films les plus érotiques ont été faits. Oui, je veux dire Avec qu'avant- Marilyn, tout ça, c'était... Mais avant, il y Tout le monde avait était des voir. films, je sais pas, le Salomé de Nicolas et aussi dans ce profond. Le code moral n'était pas encore efficace à ce moment-là. Ou même en France, moi j'étais étonné de voir un film qui est La Godame, qui est de 1931-32, où on voit une femme au sein nu. Et sans aucun problème, et c'est pas là que ça. Ah non, non, mais... Non, mais je veux dire que l'histoire des seins nus, donc en France, même à une Ah certaine bon, même dans époque, J'accuse, il y a un moment où on voit la femme, dans J'accuse, pas de langue, De lance. Dans le J'accuse de 1918. Oui, bien sûr. Dans celui de 38, ça m'étonnerait. Non, mais les femmes nues, ah oui, on a vu. Non, non, beaucoup, oui. Toujours, on a vu. Moi, ça m'a fait quelque chose qui m'a frappé, vraiment. Les années 20, on a vu. Oui, dans les années 20, mais je veux dire qu'après. Non mais je vois pas ce que l'histoire de seins nus, de fesses nues, n'importe quoi, n'a rien à voir avec l'érotisme. C'est justement, à mon avis, c'est quand il y a eu des règles strictes contre ça, Mais que oui, le c'est- cinéma est devenu plus Non, érotique. ce que le je cinéma veux américain. dire, simplement, c'est que dans les films de Théo, on ne cache pas des parties du corps, de Christo en regard. Mais ça change rien. Ça change rien, c'est Qu'il les cache ou qu'il les Mais non, montre, je veux dire, c'est ça. ou qu'il les montre, dans une signification profonde, à mon avis, ça ne change pas grand-chose. Ah oui, Ça change, mais profondément, ça ne change rien. Non, parce que quand on dit que l'érotisme, c'est C'est au niveau du geste. absolument C'est au niveau suggéré, du geste. montré. C'est pas au niveau de la nudité, tu vois. Que le fait qu'on voit un corps nu dans mes films, ça ne veut pas dire que je l'utilise dans le sens érotique. Loin de là. Oui, il a intéressant. Oui, donc cet érotisme dans mes films n'a rien à voir avec l'aspect nu ou habillé du corps. Je pense que Gérard a bien saisi. Non, je ne parle pas de nudité, je veux dire que c'est pareil qu'on le montre ou qu'on ne le montre pas. Ça dépend de la façon dont on le montre, simplement. Oui, oui, oui. Le poisson dans Christo est aussi érotique Mais bien sûr. que n'importe qui dans un des films habillé d'un anorak, Oui. d'un chapeau tyrolien. Tu vois bien ce que je veux dire quand je dis ça. Bah, c'est même le summum érotique du film. C'est ça, oui, non mais. Mais l'érotisme de mes films, je pense qu'il reste toujours au niveau du désir, c'est-à-dire un niveau non réalisé. C'est là où l'image désirée ne devient jamais concrète, tu vois. Ce n'est que l'image, ce n'est que le désir. Tu vois. Je veux dire C'est jamais la réalisation de l'acte, tu vois. La jouissance, peut-être qu'elle existe à un autre niveau, tu vois. Peut-être qu'il y a une métamorphose qui va du désir à la jouissance, mais en arrivant peut-être à un autre stade qui n'est plus érotique, tu vois. Si le mécanisme premier c'est l'érotisme, la jouissance, Est-ce qu'on ne serait pas loin d'un état elle est d'une autre... Est-ce qu'on ne serait pas loin d'un état alors là, je vais quand même mettre des guillemets, proche d'une sorte de nirvana, tu vois, un état comme ça, mais au niveau de la conscience. Oui, je pense que la on arrive jouissance... Enfin, moi, c'est ce que je ressens un peu. La jouissance va dans ce sens, tu vois. Je ne Une cherche libération pas... mentale maximum, quoi. Oui, je ne cherche pas, si tu veux, l'explosion érotique, mais seulement le déclenchement, tu vois. Il faut peut-être passer par là, mais le film arrive à sa réalisation, à son éclatement, mais à un autre niveau qui serait plutôt dans ce sens, tu vois. Voilà, enfin, je prétends pas ça, c'est loin de là, c'est pas possible. Mais... Tu filmes des objets, des êtres, des animaux, un verre de vin sur un comptoir à Belleville. Il y a une telle transformation, et à chaque fois, dans n'importe quoi que tu filmes, tu arrives toujours à trouver un moyen pour transformer ça. C'est-à-dire, soit des trucs très simples, comme des verres de rouge sur un comptoir, bon, ça sera peut-être la lumière, tu vas utiliser le cadre, ou soit, par exemple, comme dans Christo, quand tu reprojettes des images du premier Christo sur les corps,
bon, tu trouves toujours quelque chose qui va dans le sens de cette transformation. Au moment où tu filmes, enfin, comment ça se passe? C'est-à-dire que comment tu en arrives à un tel point qu'à chaque fois, bien que ce soit tout le temps fait de manière différente, tu arrives toujours à ça. Il y a cette liberté de pouvoir filmer n'importe quoi. Et enfin, c'est pas n'importe quoi toujours, tu vois. C'est le fait de marcher dans le sens littéral, si tu veux, dans la rue ou dans le parc où tu es, ou n'importe où, ou dans la chambre, et avoir la possibilité, enfin, te permettre de filmer n'importe quoi. Tout mérite d'être filmé. Quand tu es dans un endroit, tu vois, du moment que tu es là, tout te concerne dans un certain sens, tu vois. Donc, tu fais partie de ton film, tu vois. Tu peux faire partie de ton film. Donc, tu peux filmer tout, si tu veux, tu vois, ou n'importe quoi. Ça fera partie du film, tu vois. Tu es en train de faire un tout avec tous ces éléments que tu prends, tu vois. Comment s'opère ce choix, Antoine, le choix des choses que tu vas filmer? Je fais le vide en moi. C'est très simple. Enfin, c'est très simple, en même temps, tu fais le vide. C'est-à-dire que je pense à rien. C'est-à-dire, comment tu fais pour, justement, quand tu penses à rien, pour communiquer? Par exemple, si, avec les gens que tu filmes, premièrement, et avec d'autres personnes qui sont sur le plateau, par exemple, si tu travailles avec un photographe comme tu l'as déjà fait, comment ça se passe? Mais je pense pas au photographe. Je pense pas. Tu donnes des indications quand même. À certains moments, tu demandes à la personne que tu filmes de se mettre à tel endroit, de telle manière. Je suis très mauvais directeur de comédien, vraiment, je suis très très mauvais. Et j'ai toujours des problèmes avec ça parce que les gens ne sont pas censés savoir ce que je veux. Donc, il y a toujours le problème de qu'ils fassent ce que je pense qu'ils devraient savoir, tu vois, et qu'en réalité, ils ne savent pas. Je prends le contre-pied de ce que tu dis. Quand tu dis je suis très mauvais, je trouve exactement le contraire de ce que tu dis. Jamais d'indication précise, ce qui est très très mauvais. Mais pourquoi? C'est ta présence, hein. C'est en tant que... C'est peut-être... C'est ta présence qui... Pourquoi donner beaucoup d'indications? Les personnages que tu filmes, sur l'écran, ils sont extraordinaires. Tu leur donnes peut-être pas au niveau parler des indications, mais ça se passe beaucoup plus, à ce qu'on disait tout à l'heure, à un certain niveau, peut-être, d'amour des êtres. Je compte beaucoup sur la projection personnelle de chaque c'est ça, personne. à mon avis, c'est à ce niveau-là. Du moment que je l'ai choisi, que je le propose, c'est parce que je pense qu'avec déjà leur comportement qui leur appartient, pourrait simplement avec ça, avec leur présence dans le film, ils peuvent déjà faire partie du film, tu vois. Ça suffit qu'ils soient, question de choix. qu'ils se passent, qu'ils se mettent dedans, tu vois, pour que le film démarre, tu vois. Donc c'est une question de choix pour toi. À partir de là, Je crois que c'est important parce que les films que tu as fait jusqu'ici tu les as essentiellement fait avec des gens avec qui tu as plus ou moins vécu. Et que donc déjà ça. Et j'utilise pas du comédien, tu vois. Par exemple, moi j'ai travaillé par exemple avec Caterina qui est comédienne, mais si j'ai travaillé avec elle, c'était plutôt une amie, tu vois, non parce qu'elle était comédienne. Ou Monica qui a joué aussi, mais elle aussi c'était une amie. Mais le résultat est là. Le résultat, c'est que la manière dont tu filmes les gens, moi je trouve ça, au niveau technique déjà, c'est très bon. Simplement qu'à un niveau technique. Bon, peut-être qu'il ne faut pas en parler. Mais il y a une sensualité qui est là. Alors que tu prends, je sais pas, 95 films sur 100 qu'on voit, aussi bien dans le cinéma marginal que dans le cinéma dominant. Les gens sont filmés comme des tricks, vraiment il n'y a aucun désir qui passe. C'est très désagréable à regarder, on ne prend aucun plaisir. Est-ce que tu filmes avec désir? Je pense que c'est le mécanisme principal quand je filme, tu vois. C'est maintenir ce stade de désir, tu vois. C'est peut-être pour ça que je ne donne pas trop d'indications. Parce que si je donne trop d'indications, je frustre ce désir, tu vois. Je veux rester avec ce désir en moi, ce plaisir, tu vois, qui est presque, si tu veux, c'est presque caché, tu vois. Alors, ça a marché? Ouais, c'est très bien. Bon, c'est bien que Gaël soit là parce qu'il va pouvoir intervenir à certains moments. Bon. Justement, là, c'est intéressant que tu parles. J'attends bien, quoi. Si, non, c'est important que tu parles là, parce qu'on parle de choses très... Tu viens un bon moment, justement. Tu viens un bon moment. On parle C'est pas discuté. on parle des acteurs. On parle des gens qui sont Oh. filmés. Non, c'est très important parce que ce qu'on dit... Je sais pas quoi dire, moi. Mais justement, J'aime pas parler. Avec un texte. c'est extraordinaire, t'as eu des quoi en parler, on parlait des désirs et juste... Il y a une porte qui s'ouvre. J'ai pas envie de parler, moi je suis très timide. Mais J'essaie de me cacher, si tu veux, devant
comédien, tu vois. Je veux m'effacer, tu vois, si on veut, tu vois. Malgré que dans les derniers films qui sont très éclatés, ma personne ne peut pas être passée, n'est pas inaperçue, tu vois. C'est pas possible. Je bouge de trop, tu vois. Donc, ça peut déranger aussi Justement, ça c'est important. C'est-à-dire, le fait que tu aies changé de manière de filmer, c'est-à-dire qu'avant il y avait plutôt des plans qui étaient presque fixes et assez longs, que maintenant tu filmes, tu fais pratiquement exactement le contraire, c'est-à-dire c'est des mouvements, des plans très rapides et très courts. Est-ce que vis-à-vis des acteurs, est-ce que ça change ce rapport-là, ou à ton avis est-il toujours le même? Et il est peut-être toujours le même. Je leur demande toujours si la caméra les dérange. Et en général, ils acceptent. C'est l'effet de plus voir la caméra, de l'oublier qu'elle est présente. J'arrive à un stade, je la sens, je la vois. Donc, alors, elle est présente, mais je la vois plus. Donc toi, Gaël, donc ça change rien, qu'il fasse des plans fixes ou qu'il bouge beaucoup, ça change rien. Non. Moi, j'arrive à un stade où je ne vois plus du tout la caméra. Par exemple, dans Table d'hiver, dans quel film? En Gaël, par exemple. Peut-être qu'un début de ce mouvement, c'est de pouvoir, si tu veux, effacer la caméra, tu vois. Oui, je l'efface complètement, moi. Je ne vois plus. Pour moi-même, tu vois, c'est mon geste qui compte, tu vois, c'est mon action personnelle. C'est-à-dire que les gens, tu les mets dans une sorte d'ambiance qui doit se prolonger un certain temps, assez longtemps. Et au bout d'un certain temps, les gens sont dans un tel état qu'ils oublient la caméra. Un autre monde. Ils sont dans une sorte d'autre monde. Dans une autre... Alors que dans un film traditionnel, on fait un plan, ça dure ce que ça va durer, on arrête, on coupe les lumières, l'acteur se relâche, on refait un nouveau plan, par exemple le même plan, par exemple, mais il y a sans arrêt des saccades comme ça. Alors toi, tu fais pratiquement un peu le contraire, parce que même quand tu arrêtes de filmer, les acteurs ne le savent pas souvent. Non, je continue à jouer. Souvent, tu leur dis pas. Non, ils s'aperçoivent parce que ça s'entend, tu vois, mais je leur dis toujours. Moi, j'entends même plus. Voilà. Continuez, moi j'entends le bruit de la caméra super vite, elle est pas tellement forte. Il ne faut pas qu'il coûte, tu vois. Enfin, et souvent, parce que par exemple, quand on tourne avec Théo, par exemple, on met des disques. Parce que mon idée, c'est musique, tu n'entends plus le bruit de la caméra, tu entends seulement la musique. Le tournage idéal pour moi serait de réaliser un film d'un coup, tu vois, de le réaliser dans un espace qui compte avec tous les éléments que je demande au film, tu vois, et de pouvoir tourner sans coupure, tu vois. C'est ça quoi, ça se relie. C'est bon pour changer la bobine. Oui. C'est bon pour changer la bobine. C'est ça quoi, ça se relie. Ça se relie tout simplement. En fait, c'est quand j'étais môme, quand je voyais des films, je croyais qu'ils étaient tournés en 1h30. Les enfants sont toujours étonnés et frustrés quand on nous rapporte que le cinéma est fait d'une certaine manière. Ça, c'est la plus grande frustration qu'il faut avoir. Moi, c'était à la fois un choc, et c'est vrai que dès que je connais le désir de faire du cinéma, pour moi, comme on dit que ça se faisait en 2 mois, un film d'1h30. Même plus, plus pour savoir par quel mystère on arrivait à rendre ça. Et je compte le faire un jour, tu vois, si j'étais pas si paresseux que je le suis, un jour je vais faire ça, tu vois, organiser de telle façon c'est ce que faisait Warhol. lieu, et je vais filmer un film d'un seul coup, tu vois. C'est marrant, c'est moi aussi ça les gens, avec des gens, mais je vais demander aux gens qui n'arrêtent pas, tu vois. Mais là, tu déclenches un rêve, on va faire non, mais je le fais pour dire pour Christophe, toute la séquence avec Gaël et Michel. Avant, il n'y a pas d'arrêt, on est complètement à jouer. Ah oui, tout le début, la moitié du film. Non, c'est la lumière rouge, rouge. Il y a toutes les lumières rouges. Dans Christo. Oui. Quand la caméra commence à tourner autour de toi. C'est après le poisson? C'est avant le poisson, je crois. À l'intérieur. Il y a la lumière rouge et verte, tu vois. La caméra tourne comme ça. Mais là, on est complètement dans un je l'ai fait avec cette idée, tu vois. Eux, ils bougeaient, ils ne s'apercevaient pas de la caméra, et moi, je tournais. Ça dans un jeu, tu vois. Ça dure 10 minutes aussi. On a un rapport avec les objets complètement fascinant à ce moment-là, on n'est plus dans le... Et ça devient extraordinaire, parce que si tu arrives à confondre le réel de la réalité avec le réel du film, si on en arrive à ce niveau-là, et avec ton regard, tu peux encore avancer dans ta recherche à toi. Oui. Je pense même à réaliser un jour une série de films réalisés à l'extérieur avec une réalité déjà donnée, tu vois, c'est-à-dire un événement social par exemple, tu vois. J'ai toujours admiré le travail des opérateurs d'actualité, tu vois. J'aime beaucoup ça. Et j'aimerais bien un jour le faire, mais à ma manière, tu vois. Ça serait impossible, parce que faire, tu vois, tourner la caméra comme ça, dans tous les sens, filmer, par exemple, je sais pas, Giscard en train de décoller un soldat, ça, personne ne le laissera faire, tu vois.
J'ai un projet de filmer la Passion dans un village de l'Ardèche où, depuis le Moyen-Âge, il y a cette tradition. Ce sont les gens du village qui refont le parcours de la Passion. Et j'ai envie de filmer en une journée, de filmer énormément. Tout à fait l'opposé du cinéma vérité. Oui, c'est ça. Ouais, parce que C'est ça, voilà. C'est une erreur du cinéma vérité d'avoir, bon, en exemple mis en pratique cette histoire du plan séquence, du film à 1h30 rouge, ou je sais plus, Edgar Morin, ouais. Il y a même eu un film qui était entièrement fait, je crois que c'est La Punition, qui était fait plus ou moins comme ça, dans un temps presque réel, ou en tout cas complètement improvisé, mais ça restait quand même à un degré complètement réel, presque terre à terre. Tandis ce qui serait intéressant, c'est de faire un film complètement avec la notion réelle de la durée, mais avec le regard vraiment personnel d'une personne. En essayant pas de chercher ce qui n'existe pas, qui est l'objectivité. D'un autre côté, il y a quelqu'un, j'ai pas vu ce film, il y a quelqu'un qui a fait comme ça un truc en vidéo. Il a filmé de la Passion au Sacré-Cœur. C'est Raoul Sandlin, type à la télé, quand j'ai entendu ça. Il a filmé la Passion en un plan d'1h30. Bon, je sais pas comment il a fait. Le caméraman, il a filmé vraiment, il a suivi la Passion sur les marches du Sacré-Cœur le vendredi de Pâques, je sais pas quoi. Et moi, j'aimerais bien filmer des événements sociaux, tu vois, à la façon de la dernière séquence de Christo, tu vois, où la caméra s'éclate complètement, tu vois. Ah oui. Ça, j'aimerais Ça, bien c'est vraiment fantastique. faire des actualités C'est comme vraiment, ça, tu vois. Quand je vois ces films-là, quand tu dis Christo, tout ça, moi je suis frustré en tant que spectateur. De la manière inverse qu'on est frustré dans les films hollywoodiens, c'est qu'à la fin, je me plains que c'est la fin. Je voudrais que ça continue. Et dans mes films, il n'y a pas de fin, en fait. C'est ça, mais alors que, bon, des fois, on se dit même des films qu'on adore, il y a une fin, tant mieux, parce que quand même on est fatigué, bon, c'est bien d'arrêter. Alors qu'avec tes films, on a vraiment envie que, bon, que ça continue, ça s'arrête plus. Et tu vois cette photo de Salomé. Ça, ce sont des sortes de petits colliers. C'était un voile perlé. Ouais. Ah, ouais, d'accord. Et là, on dirait que c'est de l'eau. De l'eau de loin. On dirait que c'est une sorte de l'eau qui, enfin, bon, ça serait irreprésentable, mais qui dégoule des filets d'eau. Ou des œufs de papillon. J'avais pas pensé, mais J'avais jamais pensé à ça. C'est-à-dire qu'on peut penser à plein de choses en voyant tes films. Ça dépend dans quel état que tu es, dans la fatigue. Mais le voile, pourquoi il y a tant de voiles dans tes films? Ça va venir de très très loin. Tu vois, je t'ai raconté les fêtes religieuses dans mon village, tu vois, où le voile avait une fonction très importante. Et puis mes voyages en Orient aussi. Le premier titre de Salomé, c'était pas Salomé, c'était Purda. Tu vois, Purda, c'est le voile qui portent les femmes en Orient. Comment tu écris ça? P-U-R-D-A-H. Purda. Purda. Tu vois, et le film était en réalité un exercice visuel, tu vois. Il n'y avait que des voiles manipulés par des personnages, tu vois. Mais à fur et à mesure que j'ai avancé dans le film, je m'apercevais que le film comportait une histoire, tu vois. Et l'histoire pour moi, c'était Salomé. Donc j'ai éliminé des choses qui ne servaient pas au récit et j'ai développé d'autres, tu vois, pour pouvoir travailler dans ce sens. Tu vois. Le film est devenu Salomé. Mais à l'origine, c'était autre chose, un film beaucoup plus abstrait, tu vois. Et depuis, j'utilise toujours les voiles, c'est pas dans tous les... C'est automatique, tu vois, c'est même pas prévu à l'avance, tu vois. Je me dis toujours, il faut que je m'arrête de filmer les voiles, les coupes, les machins, les fleurs, tu vois. Mais ça revient toujours. C'est des éléments esthétiques, mais qui, apparemment secondaires, mais qui acquièrent une très grande importance, tu vois. La notion de voile, par exemple, est beaucoup plus travaillée dans Mayas. Là, elle vraiment acquiert un sens très, très spécial. Elle révèle peut-être le sens du voile dans tous mes films. Mais pratiquement les voiles dans ces films, ils servent encore une fois de plus à aplatir, à transformer encore à s'éloigner encore du réalisme. Bon, le voile, il existe. Au niveau plastique, je parle. Il existe en tout, il existe, disons, le voile c'est déjà un écran entre toi et l'objet, le sujet, tu vois. Le voile efface, le voile occulte, le voile peut-être t'empêche d'arriver à l'objet, tu vois, au désiré, à la réalité, tu vois. Il faut toujours enlever le voile pour savoir ce qu'il y a derrière, tu vois.
c'est différent du masque. Voilà, c'est intéressant que tu expliques. Peut-être, oui. Encore, Parce que le masque représente aussi une parce que tu utilises le masque dans le général d'art. substitut, c'est un substitut le masque, tu vois. Mais peut-être que le masque c'est aussi une forme de voile, tu vois. Ah oui, sans doute. Tu utilises aussi les filets, à un moment donné dans Christophe. Bon, le filet remplace le voile. C'est la tu même vois. chose, en fait. C'est la même chose, tu vois. Mais là, il y a la notion de filet, il y a la notion déjà de pêcher, De tu vois. pêche. Le poisson, tu vois. Il y a déjà une notion de structure de photogramme, tu vois. C'est déjà Ouais. des petites carrés, c'est déjà, tu vois. Le filet, déjà, c'est quand même un voile. C'est déjà une grille, tu vois. Je voulais travailler dans ce sens à certains moments, tu vois, de passer du dessin de l'objet à l'idée qui comportait le dessin, tu vois. Par exemple, filet, grille, tu vois. Et de grille, passer, suivre un itinéraire, tu vois, d'analogie. Et là, j'ai pas pu le faire tellement avec Christophe, tu vois, mais le voile est, là, est déjà là. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on peut peut-être prendre cette direction, tu vois. C'est-à-dire que souvent tu prends des objets dans le sens enfin, qu'ils ont vraiment au pied de la lettre, et à partir de ce sens-là, tu dévis complètement, tu dérives complètement. Il faut dériver. C'est ça. Il faut faire dériver le sens qui comporte chaque. C'est ça, et c'est chaque toi-même objet, qui le fais dériver aussi par ta manière de construire ça, de la manière de filmer, de le construire, de le monter. Le fait que le fait qu'une séquence dure 15 minutes par exemple, où on voit le même objet, c'est peut-être avec cette intention aussi, tu vois, de pouvoir faire dériver le sens qui comporte le nom de l'objet utilisé, tu vois. Que ce soit filet, voile, coupe, ou etc. Tel comment un objet peut nous conduire à différents espaces, tu vois. Les objets servent de conducteurs, tu vois. En fait, il s'agit d'un voyage, le film, tu vois. Il faut peut-être se laisser conduire par les objets. Tu vois. C'est peut-être par les objets qu'il faut pénétrer dans le sens du film, tu vois. Et quand tu dis Les voyage, objets sont très tu importants. penses quand même à un voyage mental aussi. Oui, oui, un voyage mental. Ouais. Un plan chez toi ressemble un peu au niveau de la perception visuelle, ça correspond à l'état qu'on a quand on a pris de l'acide. C'est-à-dire que par exemple, quand je te citais par exemple un bouquet de fleurs éclairé d'une certaine manière, si on le regarde pendant tout le temps, tu vas voir les fleurs qui vont partir en l'air, sans arrêt, sans s'arrêter. Bon, voilà au niveau de la perception ce que ça peut donner. Alors toi, en tant que cinéaste, dans le plan, tu as toujours l'impression, bon, ce que tu filmes, ça part comme ça, mais ça revient toujours, ça part, ça revient, c'est toujours là, ça s'éclate, ça décadre, ça casse le cadre, mais c'est toujours là, c'est toujours présent. Et c'est jamais pareil. Et c'est jamais pareil, C'est thématiquement. un aller, oui, c'est une Alors, allée, une venue, tu vois, ça va et ça revient, ça va et ça revient, tu vois, c'est vraiment comme une espèce de truc Voilà, qui c'est s'ouvre et se complètement ferme. la vision d'Acide. Bon alors justement, comment tu en es arrivé à atteindre ça, il y a très peu de cinéastes qui sont arrivés à l'arriver à représenter sur un écran. Parce que peut-être que pas tout le monde le pense, tu vois. Un cinéaste en général a C'est pas une question de... un autre but, tu vois, c'est d'organiser ce élément de façon beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire Obéir que... à certaines normes. Moi je vais encore plus loin, c'est-à-dire que le cadre, l'écran qu'on voit, en fait, il n'est pas seulement l'écran qui est là matériellement, il est beaucoup plus vaste. Bon, le film est délimité par... Voilà, il y a un cadre sur l'écran, puis voilà, le film est là-dedans. Alors qu'avec toi, il semble qu'il n'y a même plus d'écran, ça déborde complètement. Mais oui, c'est peut-être aussi pour ça que j'utilise pas puis j'essaie d'effacer le décor, tu vois. D'un côté, le noir, qui a beaucoup d'interprétations dans mon film. Le noir sert pour effacer, tu vois, la notion du cadre de l'écran, tu vois. J'ai toujours, depuis longtemps, je rêvais un espace où tu ne projettes qu'une image, tu vois. À l'époque où je concevais avec mon ami Pisano, concevait des projections hors l'écran, tu vois. En quelle année c'était? C'était en 68. On n'avait pas les moyens, on disait on ne pourra pas le faire. On cherchait le moyen de pouvoir le réaliser avec des moyens ordinaires, tu vois. Donc
on pensait que le noir, c'était l'idéal, tu vois. Dans une salle profondément noire, avec un écran noir, et tu mets un personnage ou un objet dans l'écran noir, l'écran, tu ne la vois pas, tu vois. Tu ne vois que le personnage, tu vois. Et le fait de réduire au maximum le nombre des objets aussi, tu vois, c'était vraiment une espèce de... Je filme peut-être n'importe quoi, mais en même temps, c'est très sélectionné. Je fais le vide, si tu veux. Si je filmais ça, peut-être que je ne filmais que ça, tu vois. J'isole les éléments, tu vois. Oui, c'est C'est-à-dire que cet élément n'existait pas là parce qu'il y a tout ça. Il existe simplement parce qu'il est dans le cadre, tu vois. Il a une existence propre en tant qu'image. ça devient quelque chose de sacré, alors que c'est vraiment qu'une petite machine de rien du tout, et tu en fais vraiment tout un objet de désir à tous les niveaux, tu vois, alors que ça paraît... C'est un jouet. C'est jamais, tous les éléments choisis sont jamais au deuxième plan, c'est toujours au premier plan. Tu vois, ils ont toujours la même importance. Enfin, ça c'est une approche, je ne peux pas dire que j'ai réussi toujours ça, tu vois. Dans Luna India et dans Liberté provisoire, il y a des images rouges. Dans Liberté provisoire, ça va durer 3-4 minutes. Dans Luna India, plus longtemps. Hein, c'est ça. Ces images rouges, quand on est complètement fixé sur ces images-là, qu'on y entre dedans, dans l'image directement, on est vraiment transporté. Moi, personnellement, je dis ce que je voyais, j'ai été complètement transporté dans un autre monde. Et quand les images rouges se sont arrêtées, vraiment, je me suis vraiment redescendu. Enfin, vraiment, j'étais vraiment en voyage. Vraiment, c'était le mot. C'était vraiment cette impression-là. Alors que c'était un procédé que d'autres cinéastes ont déjà fait. Souvent, même dans le cinéma commercial. Ah oui, Eh bien, je sais pas comment si tu peux expliquer ça, peut-être. Mais Ce n'est pas utilisé pareil. C'est différent. Mais c'est dû aux éléments choisis, tu vois. Et après, comme ils sont insérés dans l'ensemble du film. Puis la caméra qui bouge, et en plus, le personnage aussi s'exprime, bouge. il y a des autres images aussi extraordinaires dans Christo, par exemple. Quand tu fais le deuxième Christo, quand tu projettes des images du film, par exemple, je crois que c'est sur la tête de Gaël, je crois, des fleurs, des pétales qui tombent sur sa tête, et vraiment on croirait qu'on voit la tête, Le cerveau qui s'éclate. c'est que c'est vraiment le cerveau qu'on voit, Éclaté, oui. qui va vraiment éclater, et qu'on aurait enlevé le crâne, Ouais. et on voit l'intérieur, en même temps on voit l'intérieur. Mm. C'est absolument des images absolument extraordinaires. Enfin, et quand on voit ces pétales qui tombent, je pourrais expliquer ça, parce que moi j'ai toujours imaginé que on avait enlevé le crâne, et il n'y avait rien de repoussant, tu vois, rien à voir avec une image d'horreur, rien à voir avec une image d'horreur. Tu arrives à sélectionner dans ce que tu filmes, même si ça devrait être une image d'horreur, ce qui est peut-être faux d'ailleurs. Toi, ce que tu en fais, tu n'en fais pas une image d'horreur, tout à fait le contraire. Quand on dit quelque chose, quand on parle de l'horreur, par exemple, c'est quelque chose de tout à fait général. Alors que même toi, dans l'horreur, par exemple, tu arrives à trouver quelque chose qui n'est absolument pas de l'horreur et loin de là. C'est-à-dire que dans n'importe quelle chose, tu arrives à trouver, même quelque chose qui serait négatif, tu arrives à trouver une positivité. Les filles sont, si tu veux, régénérateurs, tu vois. Ils sont, si tu veux, faits pour donner des forces aux gens. C'est peut-être trop simple pour le dire, tu vois. Mais ils ont une certaine vitalité, tu vois. C'est vraiment une espèce de... Je trouve qu'ils ont un certain fluide vital, les films, tu vois, que malgré qu'ils arrivent à ce stade de l'horreur où même la mort est toujours constamment, tu vois, présente, je pense qu'il n'y a aucune... ils ne sont pas dépressifs, c'est pas des films dépressifs, tu vois. Non, la mort ne fait pas du tout peur chez toi. Ouais. Voilà. Elle est sacralisée complètement, comme tout. Ils essayent d'arriver, si tu veux, à ces sujets qui en général font peur, avec peut-être une vision complètement, si tu veux, infantile, si tu veux, Toujours le monde de l'enfance. avec les couleurs roses, si tu vois. Et c'est aussi la vie, parce que Bien sûr, la mort, c'est la vie. c'est l'autre pendant de la vie, comment dire, c'est le... De toute façon, quand tu es heureux, quand tu es bien dans ta peau, que tu es heureux, tu n'as pas peur de la mort. C'est-à-dire, comme ça, mine de rien,
Et quand ils s'aperçoivent, ils sont déjà là, tu vois, c'est trop tard. Oui, c'est ça. C'est ça, Et elle est la- arrivée, mais. Et la mort, c'est quelque chose. Bon, faut accepter, parce que c'est la Le vie. dernier c'est la film, vie. par La exemple, vie, c'est la la mort, plupart des parce que films c'est- se passent même chose. au Père-Lachaise, C'est la même chose. un endroit où peu de personnes iraient filmer un film comme ça, tu vois, ils iraient faire peut-être des photos ou des choses comme ça, mais Moi, je pense à la mort tous les des jours. photos peut-être très morbide, mais mon film n'est pas Et tu morbide. la présentes Je pense que avec là moi. qui m'a fait Tu penses tous les jours, je la pas vois, film je la morbide, ressens. ouais, se passe là, dans le Toujours présente. cimetière, entre les tombes. Les gens qui n'y pensent pas, c'est plus grave. parce que Apparemment, n'a leur- rien leur à vie, voir ils sont avec surpris. la morbidité, entre guillemets, des lieux, tu vois. Ce qui se passe, ce qu'ils font les personnages, c'est ce qu'ils font exactement ailleurs. Ils auraient pu le faire ailleurs, mais le fait qu'il se passe là a son importance. Tu sais qu'il y a un autre cinéaste qui a fait un film au Père-Lachaise. Tu connais non, tu sais La pas qualité de l'art, Non, on l'a pas fait le film, je pense. mais c'est comme une petite séquence Ah oui. de Le Navire Night. Oui, c'est beau. Ça Enfin, il y a aussi. deux, trois plans. Mais il y a Stroke qui a fait tout un film là-dedans, c'est Le coup de dé. Ah bon Qui est tourné d'après cette révolution est un coup de dé, d'après le texte de Mallarmé, qui a filmé des acteurs exactement assis par terre, exactement à l'endroit où les communards avaient été enterrés. Bon, les gens ne savent pas, là, du coup, c'est à eux d'imaginer. En fait, c'est moi qui a dit à Théo, tiens, on va aller se faire lâcher. Je pense pas qu'il avait eu l'idée de filmer au cimetière. Je l'ai C'est moi qui l'a pris, tiré. je l'ai pris comme La espace. télépathie et Oui, ça. c'est moi qui l'a amené absolument. Je l'ai pris comme Je savais pas espace si et je l'ai par pris le comme page, n'importe par quel le autre page. espace, tu vois. Comme j'aurais pris peut-être le boulevard Saint-Michel. Mais sans faire abstraction de... Enfin, j'ai pris tous les éléments dans le cimetière, je les ai mis au même niveau. Tu vois, aussi bien les tombes que les arbres, ou les fleurs, ou n'importe quoi. C'est-à-dire que tous les êtres que tu filmes, ou les choses que tu filmes, je pense que ça correspond un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce sacré qui en fait une sorte de ça devient sacré, quelque chose de sacré. Ça devient quelque chose, c'est vraiment une sorte d'amour de la vie en disant voilà, ce que vous voyez là, c'est vraiment c'est quelque chose de périssable, profitez-en, regardez, c'est vraiment, c'est très fragile. Et bon, C'est une des choses que j'aime, tu vois. Leur sens qu'il peut avoir, leur sens social, disons, n'existe pas dans le film, tu vois. Le cimetière n'est pas vu en tant que cimetière, ou un bistrot, ou un personnage. C'est un univers assez fermé, d'une certaine manière, le film, tu vois, parce qu'ils sont peut-être assez coupés d'une certaine approche de la réalité qu'on a l'habitude d'utiliser. maintenant, je vois pas l'intérêt de faire des films pour montrer la réalité, parce qu'on la vit la réalité, de montrer la réalité telle qu'elle est, parce qu'on la vit. Donc je vois pas l'intérêt de faire ça. Bon, c'est triste qu'il y en a qui fassent ça, mais au moins le cinéma hollywoodien avait au moins l'intelligence de ne pas faire ça, en général. Enfin, il était déjà quand même décalé par rapport à ça. Il était déjà un peu dans la bonne voie. Bon, il était mal barré sur pas mal de plans, mais il avait quand même, à mon avis, compris cette chose-là. Que le cinéma, c'est pas la réalité. Oui, de toute façon, c'est ceux qui filment la réalité. La Oui, je sais. Oui, c'est ça. Mais c'est été le problème avec le cinéma, tu vois. Je pense que c'est le premier malentendu qui a comporté le cinéma, tu vois. C'est à partir de là que le cinéma s'est développé, tu vois. Penser que reproduisait la réalité, tu vois. Pour moi, c'était la première erreur, et le plus grand est celui qu'on continue à faire. Le cinéma, pour moi, c'est autre chose. J'essaye d'arrêter l'image, tu vois, le ralenti est fait aussi dans ce sens, tu vois. De pouvoir arrêter l'interprétation, la reproduction de la réalité, tu vois. Le fait qu'on voit quelqu'un marcher ou courir ou boire ou s'asseoir avec une vitesse, la vitesse qu'on pense que c'est la vitesse normale, pour moi, c'est faux, tu vois. Donc, il faudra peut-être décomposer, tu vois, le mouvement. Il faut vraiment se rendre à l'évidence que c'est autre chose, tu vois. Que l'image qu'on voit, qui est inscrite sur la pellicule, peut être autre chose, tu vois. Elle va à une autre dimension. Une dimension qui n'est pas le rêve, une dimension qui
qui est dans l'imaginaire, qui a un rapport plutôt avec le subconscient, tu vois, avec ces images que nous portons très à l'intérieur dans nous-mêmes, tu vois. Et le film, il te permet peut-être de les organiser d'une certaine manière à cause du support vertical, tu vois. Mais chaque photographe est une chance, chaque photographe est une opportunité pour reproduire le monde, tu vois, un monde, tu vois. Dans chaque photographe, tu peux faire quelque chose de différent, tu te rends compte de la possibilité infinie que tu as avec un film. Dans chaque petit photographe, tu peux faire quelque chose de différent, tu vois. Il n'y a pas un désir d'arrêter le Ce temps. que le cinéma commercial efface complètement, tu vois. Pour lui, le cinéma n'est pas fait de le cinéma commercial n'est pas fait de photogrammes. Il est fait de durée, en réalité. Est-ce qu'il n'y a pas un désir d'arrêter le temps? Oui. Mais oui, mais c'est ça, je pense que c'est peut-être ça, au fond, c'est un défi au temps, Qui tu fait vois. que de toute façon la réalité est impossible. Mais oui, À chaque seconde, le temps est transformé, la réalité est transformée. c'est un défi à l'espace et au temps. Ouais. Et le cinéma peut te permettre ça, de montrer que le temps, c'est pas le temps qu'on utilise tout le temps, à tous les instants.